voir, de réfléchir à la question des échanges nord-sud et la façon dont ces problématiques se déclinent au sud, donc dans les pays du sud, ou pays à ressources limitées, selon l'acception qu'on entend par cette définition de sud. Alors, quelques mots en introduction, sachant que donc je travaille à l'Institut de recherche pour le développement, je suis anthropologue, établissement de recherche publique, et donc dédié aux recherches dans et avec les pays dits du Sud. Alors, s'agissant du premier terme de cette, je dirais, de la première notion de cette séance, la question de l'innovation au Sud, je crois qu'il y a un souci, mais qui n'est pas si récent que l'on veut bien le penser parfois, des acteurs de la santé au Sud d'accéder aux dernières technologies. Il y a une demande d'innovation médicale ou de technologie médicale, mais pas uniquement, qui n'est pas nouveau et qui est peut-être associé à l'histoire récente des essais cliniques. Je me rappelle, il y a déjà plus de 10 ans de ça, en Côte d'Ivoire, les médecins impliqués dans la prise en charge du VIH étaient demandeurs des dernières molécules disponibles au Nord, quand bien même se posaient encore à l'époque des problèmes d'accessibilité financière à ces molécules. Donc il y a une revendication qui est légitime d'avoir accès aux molécules de pointe ou aux technologies de pointe dans le domaine de la santé pour prendre en charge leurs patients. Et donc, depuis, on observe effectivement une multiplication de dispositifs mis en place dans les pays du Sud, mais dans des contextes qui restent éminemment fragiles, socialement, politiquement et aussi économiquement. Par exemple, un appareil d'IRM, comme ça a été le cas à Dakar, la capitale du Sénégal, oui, pour répondre à cette demande d'excellence, il n'y a pas de raison que les pays du Sud n'aient pas accès à l'excellence technologique qui est disponible dans les pays du Nord, mais pour qui et pourquoi faire? À tel point qu'on se rend compte que finalement, l'écart nord-sud qui est très souvent mis en avant se double ici d'un écart sud-sud, puisque de fait, il va y avoir dans ces pays et ces sociétés du Sud des populations qui vont avoir accès à cette nouvelle technologie médicale versus d'autres qui ne pourront pas, essentiellement pour des questions financières. Et donc je pense qu'on peut, d'un point de vue théorique, si vous voulez, essayer de comprendre ces dynamiques-là avec une perspective de sciences sociales, vous aurez compris que c'est la mienne en tant qu'anthropologue, en puisant notamment dans les approches par les sciences sociales de la question du développement. Parce que tout ça, finalement, ces affaires de mise en place d'innovation médicale au Sud, ce ne sont que des métaphores de l'implémentation de projets de développement au Sud, s'y retrouvent en effet les mêmes questions. La négociation Nord-Sud, l'imposition par le Nord ou vécue comme telle par les partenaires du Sud de dispositifs. Alors ça peut être un projet de développement, ça peut être une innovation médicale. La question de leur appropriation de ces dispositifs et en fait la question de leur pérennisation. On voit que tous ces termes qui sont de la vulgate, si vous voulez, du développement, la négociation, l'appropriation, la pérennisation, sont tout à fait opératoires, je dirais, pour penser justement l'appropriation, en tout cas l'arrivée d'une technologie médicale développée au nord, au sud. Et donc, je pense, encore une fois, que ce détour par les sciences sociales et les analyses du développement peut éclairer de façon renouvelée le rapport des acteurs et des institutions de santé au Sud à ces questions d'innovation. Ensuite, s'agissant du deuxième terme qui nous occupe plus particulièrement aujourd'hui, la question de la médecine personnalisée, donc on a compris ce matin qu'il fallait peut-être rajouter un cinquième P, celui de précision, aux 4 P qui la définissent de façon standard, je dirais, qu'il faudrait peut-être aussi déplacer la notion et non plus parler de médecine personnalisée, mais de médecine stratifiée pour être au plus près de ce qu'elle est. Ceci étant, j'aurais tendance à dire, dans ce flou conceptuel, jouons le jeu de la notion de médecine personnalisée et essayons d'en tirer le meilleur profit, quand bien même ce n'est pas dans la perspective de ceux qui l'ont initié. Et donc, les mots étant là pour dire des choses, j'entends par médecine personnalisée, rapporter à la problématique des pays du Sud, je perçois en tout cas une double difficulté. Dans un contexte ou dans des contextes où sont critiquées, les études en sciences sociales dans ces pays-là l'ont bien montré, tout à la fois, alors ce n'est pas uniquement un jeu sur les mots que je fais, mais après tout on parle de médecine personnalisée, on n'a pas parlé d'autre chose. On est à la fois confronté à une dépersonnalisation de la médecine et notamment de la relation soignant-soigné. Ce sont toutes les analyses qui ont été faites sur le patient anonyme, sur le patient anonyme et sur la non prise en compte derrière le corps souffrant de la personne dans ses contextes de vie. Et
Symétriquement à cette dépersonnalisation de l'individu dans la relation médicale dans beaucoup de situations sanitaires au Sud, on a une surpersonnalisation qui opère dans le même mouvement. C'est tout ce qui renvoie au clientélisme, au passe-droit, au favoritisme, voire à la petite corruption pour faire en sorte qu'un patient, pour le coup, qui n'est plus du tout anonyme, puisse avoir accès à des soins au détriment d'autres personnes. Donc, c'est un peu pris au pied de la lettre cette notion de personnalisation de la médecine, mais on voit bien que dans certains contextes, il va falloir travailler et composer avec à la fois la tentation de la dépersonnalisation et la tentation de la surpersonnalisation. Donc la question de comment rendre socialement acceptable la médecine personnalisée et non pas la rendre uniquement médicalement justifiée me semble essentielle à discuter. Et ce qui suppose de prendre en compte les cultures de service, les cultures de soins qui sont par définition extrêmement contextualisées et propres et déterminées par un certain nombre de contextes, comme je l'ai dit tout à l'heure, politiques, économiques, sociologiques. Je vais m'arrêter ici et donc laisser la parole dans un premier temps à notre collègue Véronique Touvenot de la Fondation Millenia. Je vous remercie. Parfait, très bien. Mesdames et messieurs, bonjour. Je voudrais d'abord remercier Monsieur Moati de m'avoir invité à ce colloque avec d'éminents spécialistes et merci Monsieur Vidal de me passer la parole et de me permettre de faire cette présentation qui, vous allez le voir tout de suite, change un petit peu les choses par rapport à ce qu'on a pu entendre ce matin. Ça les change, mais ça ne les change pas beaucoup. Je vais vous parler de Millenia, qui est un réseau tout à fait unique et innovant, qui est un des programmes de l'Institut de recherche européenne d'Estrée, dont le siège est à Namur, en Wallonie, et qui s'occupe de recherche prospective, donc d'analyse d'un ensemble d'éléments et de données, le plus souvent informels, provenant de la société civile, mais qui, à terme d'une analyse prospective, permettent le développement et la mise en place de politiques régionales. Donc ça, c'est tout le travail de l'Institut d'Estrée. Toutes ces méthodologies d'analyse prospective sont très connues dans le monde, sont enseignées ici à Paris, mais aussi aux États-Unis. Et pour ce qui est un petit peu d'une étendue plus grande, c'est-à-dire d'un problème qui concerne plus les femmes en général et les objectifs du millénaire, eh bien, l'Institut a essayé de générer une adaptation de la méthodologie prospective à quelque chose de beaucoup plus large que des politiques régionales. Alors ça marche. Voilà. Donc très rapidement, Millenia. Pourquoi Millenia? Parce qu'on s'inscrit dans les objectifs du millénaire. L'Institut d'Estrée est reconnu comme un organisme collaborateur de l'ECOSOC aux Nations Unies et de l'UNESCO. Millenia se fait sous le patronage de l'UNESCO. Donc on se situe dans le contexte des Nations Unies et donc des objectifs du millénaire qui visent à éradiquer la pauvreté, extrême pauvreté, qui est un des objectifs qui est déjà atteint avant 2015 et donc maintenant il est poussé encore un petit peu plus, d'obtenir l'éducation primaire partout, de promouvoir l'égalité dans les genres et nous verrons tout au long de ma présentation ce que cela donne, de réduire la mortalité infantile, la mortalité maternelle, le sida, l'environnement et les partenariats derrière. Bien sûr, tout cela est décliné avec de multiples indicateurs et en 2015, eh ben, on aura les résultats de tout cela. Et là, en lisant un petit peu tous ces objectifs, quand même, on a trouvé que la présence des femmes en tant que participatrices actives à l'obtention des objectifs du millénaire était quand même pas très clairement établie. Et du coup, Millenia s'est installé dans cette grande perspective-là. Donc, on parle aujourd'hui de médecine personnalisée, de biomédicale et d'innovation. Et qu'est-ce que ça veut dire en termes de santé publique, en termes économiques, éthiques et au niveau social dans les échanges nord-sud? Qu'est-ce que ça veut dire?
qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'on parle des censeurs? Je ne sais pas si c'est le mot exact en français, mais de tous ces dispositifs médicaux qui sont aujourd'hui évalués donc à plus de 6 milliards de dollars pour 2018 et avec 6 grandes innovations de 2013 qui ont été choisies, que je vous ai mises là, qui concernent les microchips, de tout ce que l'on va porter, comme les Google Glasses, Google Watches, c'est-à-dire pour avoir cette médecine personnalisée sur nous, c'est-à-dire que l'on la porte nous-mêmes. Et qu'est-ce que ça veut dire lorsque les chercheurs, le taux de chercheurs dans le Nord, vous voyez la carte là-haut, Oups, j'ai utilisé le petit truc. Non, ça ne marche pas. Voilà. Voilà, la proportion, la répartition des chercheurs entre Nord et Sud. Voilà ce que ça donne. L'utilisation de l'Internet entre le Nord et le Sud. Vous voyez qu'on a quand même des zones très sombres où l'Internet, ici, forêt amazonienne, bien que l'Amérique centrale et latine soient bien équipées, mais vous voyez, il y a encore des zones, et ici, des zones très sombres. Qu'est-ce que ça donne, un petit peu, lorsqu'on a de telles différences? Et puis voilà, encore une autre représentation du Nord et du Sud, lorsqu'on parle de couverture vaccinale, et donc de la proportion d'enfants qui n'ont pas été vaccinés. On voit que là, le Sud prend une autre dimension par rapport à ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe un petit peu dans ce contexte-là? C'est où la médecine personnalisée quand on est entre des écarts aussi importants? Et quand, de surcroît, on en rajoute une couche, c'est le sens de l'absolue urgence. L'urgence, pourquoi? Parce que 75% des femmes vivent dans les zones rurales. C'est-à-dire qu'elles risquent d'être plutôt dans les zones ici. Donc peu ou pas connectées, ou là, donc ne recevant pas les traitements nécessaires. Quand 60 millions de filles ne vont pas à l'école, quand, je vous citerai pas tout ça, mais j'irai surtout sur les 2-3 dernières. 300 000 femmes aujourd'hui, en moyenne, chaque année, meurent de causes totalement connues, liées à la grossesse et à l'accouchement. C'est-à-dire que ces 300 000 morts qu'on pourrait totalement éviter du point de vue médical. Elles meurent quand même. Quand 300 millions de femmes n'ont pas accès à la téléphonie mobile ou à l'Internet. Et si on s'occupait juste un tout petit peu de cela, la dernière analyse économique démontre que l'on gagnerait un marché de plus de 13 milliards de dollars. Donc quand on parle d'enjeux économiques, ils sont là les chiffres, ils sont absolument gigantesques. Alors Millennia, laissez-moi vous raconter un tout petit peu qu'est-ce que c'est. Eh bien, c'est un processus collaboratif et participatif de gens volontaires, comme vous et moi. Vous pouvez vous enregistrer, c'est totalement gratuit sur le site, et qui nous apporte un ensemble de visions, un ensemble de considérations, d'idées, d'études, de publications sur le sujet des femmes et de la solidarité digitale et de comment faire pour renforcer les capacités des femmes à travers la solidarité digitale. Tout cela est organisé en 3 grandes conférences. La première a eu lieu à Liège et la deuxième a eu lieu à l'UNESCO en 2012, donc il n'y a pas très longtemps, et nous préparons la 3e aux Nations Unies et où on délivre un petit peu les résultats de tout ce que l'on accumule comme informations et comme données collectées par le réseau des membres volontaires, que l'on analyse avec la méthode prospective et qui aboutissent quand même à des plans d'action. Parce que tout ça, on ne fait pas tout ça juste pour faire joli, mais pour aussi continuer à aider à renforcer plus vite, plus fort les compétences des femmes à travers la solidarité digitale. Ah, je passe quand même. Vous avez là la photo de l'Institut à Namur, ici. Philippe Deschtat, son président, Madame Marianne Delahaut, la fondatrice de Millennia et vice-directrice de l'Institut. Et voilà, notre petite équipe lorsque nous étions à Namur en 2010, lorsque je suis rentrée à Millennia. Donc voilà, je ne vous redécris pas le processus, mais c'est aussi un processus qui vise à faire en sorte du transfert d'informations reçues à travers l'analyse
pour arriver à une base de connaissances, et ça c'est fait, on a une véritable base de connaissances sur l'état et les processus de renforcement de compétences des femmes par la solidarité digitale. Et maintenant, nous allons attaquer toute la partie intelligence de telle façon à pouvoir faire de la prospective. Et si Millenia est passé de 2015 à la Fondation 2025, c'est parce que maintenant, on bascule sur un avenir plus lointain où, à travers l'ensemble de ces informations et de leur analyse, on aborde la vision du futur, du monde, en 2025. Voilà la conférence de Paris à l'UNESCO, Madame Bokova, donc directrice générale de l'UNESCO, qui remercie Marianne Delahaut, qui a ouvert la session et qui à nouveau a invité Madame Delahaut il y a 15 jours, puisqu'elle a été réélue, Madame Bokova, pour un nouveau mandat à l'UNESCO. Et voilà, quand je vous disais que c'était un réseau de membres, c'est pas ça, volontaires. Voilà, on est 200 personnes qui sont venues, comme vous pouvez voir, d'origines extrêmement différentes, qui sont venues d'Afrique, d'Amérique du Sud, d'Asie, pour discuter et établir ces plans d'action. Alors, à Millenia, on a 37 variables, c'est-à-dire qu'on travaille dans 37 domaines différents pour renforcer les capacités des femmes. Ça parle de la violence faite aux femmes, ça parle de la gouvernance, ça parle de la démocratie, ça parle de l'éducation. Et moi, plus particulièrement, je suis spécialiste de télémédecine et de e-santé depuis un peu plus d'une dizaine d'années à l'Union européenne et maintenant aux Nations Unies. Donc moi, je m'occupe que d'une seule variable, de la variable 8, celle de la santé, et c'est celle dont on va parler maintenant. Donc en 2010, lorsque je suis rentrée là, je me suis posé la question, tiens, est-ce qu'on a quand même un peu de littérature ? Moi, je suis aussi une scientifique, un petit peu, mathématicienne à l'origine. Est-ce qu'on a un peu de littérature sur cet entrecroisement de domaines des femmes, de la santé et des technologies? Et on l'a appelé Women and e-Health et WeHealth en raccourci. Eh ben, j'ai beaucoup cherché, j'ai pas trouvé. Ni en anglais, ni en français, ni en espagnol. Ce sont les 3 langues que je pratique, mais j'ai cherché un petit peu dans d'autres langues. Je n'ai pas trouvé, pas d'article, pas de publication, pas de recherche. Bon, j'ai questionné, mais je n'ai pas trouvé. Je me suis dit quand même, comment est-ce qu'on peut savoir, comment est-ce que les femmes ont accès et utilisent toutes ces nouvelles technologies pour la santé? Pourquoi? Mais parce que les femmes, elles sont en général celles qui s'occupent de la santé, ne serait-ce qu'au niveau de leur famille. Elles s'occupent de la santé de leurs proches, de leurs enfants. C'est elles qui sont les premières à être en face des problèmes de santé de leur famille. Ensuite, parce qu'il y a beaucoup de femmes professionnelles de la santé aussi, qui, elles, les infirmières, les sages-femmes, au niveau des communautés rurales, ce sont des personnes, des femmes essentiellement, qui s'occupent de la santé primaire. Donc, comment toutes ces personnes-là, eh bien, accèdent à l'information de santé avec les nouvelles technologies par la solidarité digitale? N'ayant rien trouvé, on a décidé de faire une étude. Alors, posons-nous bien, c'est une étude, ce n'est pas une recherche. Je ne suis pas là dans les études qui ont été proposées ce matin, parce que ça n'est pas possible de mener des études comme ça. On n'a pas fait des sélections, ni des panels, ni rien de tout ça. On a essayé de se renseigner à travers le réseau de Millenia. Voilà, là vous avez le réseau des membres de Millenia qui ont participé à l'étude. Et là, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'effectivement, on a un bon groupe. On avait à peu près 600 personnes qui ont participé à l'étude volontairement. On a un bon groupe ici en Europe. Mais, vous voyez, par rapport aux cartes que je vous ai montrées, où l'Internet était très sombre en Afrique, ben, quand même, elles ont été très nombreuses. Elle et il, parce que quand même le réseau Millenia, c'est un tiers d'hommes aussi très actifs. Et on en a eu un petit peu moins ici sur l'Amérique centrale et l'Amérique latine. Voilà un petit peu, on a une gouvernance, on a un comité d'éthique, on a un comité de relecture, on a un comité scientifique, méthodologique. Voilà un petit peu tous les gens qui, eux, se sont occupés d'aspects très spécifiques. Mais je voudrais en particulier citer, par exemple, le professeur Alumana, qui, elle, est à l'université de Nsukka, au Nigeria, et qui, elle, mène des études très spécifiques sur l'accès des technologies dans les zones rurales du Nigeria pour les femmes enceintes. Voilà, c'est l'une des rares à étudier cet aspect des choses.
Alors, on a collecté de l'information. Comment on a fait? Bon, on a parlé des femmes. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? De tous les âges, de toutes les origines, habitant dans n'importe quelle condition. En gros, le panel âge, entre tous les témoignages qu'on a reçus, va de 15-16 ans. On a reçu des témoignages de jeunes népalaises de 15-16 ans, mais aussi d'Amérique latine, et jusqu'à 68-69 ans. Voilà, après 70 ans, on n'a pas eu. Bon. La santé, tous les domaines de la santé. C'est-à-dire qu'on n'a pas discriminé par maladie, par tranche, là non plus. Tout ce qui touche à la santé, à la promotion de la santé, à la prévention de la santé, à la santé curative. Donc c'est vraiment le mot santé au sens très large de l'OMS qui inclut le bien-être. Et les technologies, tout type de technologie, tout. Alors la première des technologies, c'est quand même la radio. Et c'est encore la technologie la plus utilisée pour véhiculer des messages de promotion et de prévention de santé dans les zones rurales. C'est encore par les radios que ça passe, c'est l'un des résultats de l'étude. On a donné une attention très particulière pour les femmes qui vivent dans des camps de réfugiés, qui subissent des conflits et des guerres. Et là, on en a beaucoup, évidemment, à la fois et des désastres naturels. Là, entre la Syrie et les Philippines, on est débordé parce qu'effectivement, il y a énormément de travail à faire. On a collecté des données avec des guides. Ouais, voilà un petit peu le volume qu'on a reçu en 2 ans. Ça, c'est le volume de ce qui a été sélectionné et ça correspond à l'analyse d'à peu près 60% des données. Les résultats que je vais vous donner, c'est 60% de ces données-là. Et ça correspond à un tri à peu près, on en a reçu 80% en plus, mais qui n'était pas exploitable vraiment. On n'avait pas suffisamment d'éléments. L'analyse, ça c'est un des tableaux d'analyse et je ne vous le commenterai pas, mais c'est l'analyse prospective et toute la méthodologie qui a été utilisée. Les résultats ont été donc proposés cette année, le 10 avril à Meditel, donc au salon de la e-santé et de la télémédecine, où on a fait une session spéciale sur les femmes. Et suite à cela, il y a un groupe qui s'est créé pour les femmes d'études, d'analyse et d'études de e-santé et de télémédecine à la Société internationale de télémédecine et e-santé. Donc voilà, il y a le rapport, il est en ligne, vous pouvez le lire. Les conclusions sont traduites en français et en espagnol. Très rapidement, on a 14 points clés, si vous voulez, qui sont ressortis de tout cela. C'est qu'il y a des barrières, d'abord, des difficultés pour l'éducation en santé, que la langue, les dialectes sont une barrière majeure. Il faut quand même savoir que sur tout ce qui est Internet, web, information électronique, 90% de l'information de santé qui est mise en ligne est en anglais. Donc ça limite quand même certainement les choses quand on voit la carte du monde. Et c'est très limitatif pour les femmes qui souvent ne parlent même pas la langue nationale. C'est le cas par exemple, moi je suis chilienne, je viens d'Amérique latine, mais c'est vrai que dès qu'on va sur des plateaux andins, il y a des femmes qui ne parlent pas forcément l'espagnol ou qui le parlent un tout petit peu mais qui ne comprennent pas franchement. Donc le coût et la complexité des systèmes, c'est un problème, et bien sûr leur sustainability, le fait qu'ils soient soutenables dans le temps. Les solutions, beaucoup de témoignages sur les radios, sur la télévision et sur leur importance, et sur la nécessité de mixer les messages de santé publique envers les femmes dans les communautés, entre la radio, la télévision, l'internet, le papier, c'est-à-dire de tout utiliser ensemble et de ne pas avoir juste certains messages véhiculés par l'internet, d'autres par la radio, etc., ce qui souvent arrive. Utiliser les lignes téléphoniques gratuites pour les femmes qui subissent des violences, par exemple, ou les femmes dans les zones de conflit ou de guerre, quand il y a un numéro unique, gratuit pour qu'elles puissent téléphoner, ça c'est quelque chose absolument formidable et toutes témoignent combien ça a pu les aider pour affronter des situations difficiles. La télémédecine aussi est vraiment un axe très très développé, très demandé par les femmes pour avoir accès aux soins ou au moins au diagnostic lorsqu'il n'y a pas de médecin. Car de tout ce que l'on a vu ce matin, c'est des endroits où il y a des médecins, où il y a des hôpitaux, où il y a des soins accessibles. Mais il y a plein d'endroits sur la planète où le premier médecin, voire même la première infirmière, est à plusieurs heures de marche. Et donc ces gens-là préfèrent être connectés à distance, avoir au moins un premier avis avant de pouvoir se déplacer. Ça aussi, c'est déjà les débuts de la télémédecine.
Pour ce qui est de la santé, c'est les grossesses qui sont revenues, la santé familiale, le sida, le malaria, le cancer, l'immunisation, et n'est pas dans cette liste, mais très important aussi qui est ressorti, c'est la santé mentale. Et ça, c'est un des axes aussi qui a été très demandé. Qu'est-ce qui sort actuellement? Tout ce qui est médias sociaux. Là, il y a un réseau au Mexique, par exemple, de mujeres tuiteras, c'est-à-dire c'est les femmes qui utilisent que Twitter pour se connecter entre elles, pour s'envoyer des informations, des recommandations, pas des diagnostics, mais des idées, etc. Tout par tweet. Et elles ont créé un réseau de tweeteuses qui marche très très bien, parce que ça va très vite, parce qu'il n'y a pas de délai d'attente, parce qu'il y en a toujours une prête à répondre et qui a la capacité de dire en 140 caractères s'il faut y aller, s'il faut partir, etc. Et c'est extrêmement remarquable. C'est les seuls à faire ça pour l'instant. Et on va faire un tout petit article sur ce qu'elles sont en train de faire, et ce, sans aucun moyen financier, ce qui est quand même assez remarquable. Le broadband, bien sûr, tout ce qui va permettre la transmission de données de façon massive. Ça, c'est quelque chose qui est absolument nécessaire pour avancer dans une meilleure accessibilité de la santé à distance. Le cloud computing, bien sûr, les filles, tout ce qui est aussi de handicap, c'est très important. Et en plus, à rajouter sur cette liste, tout ce qui est de la sécurité des données pour les femmes, parce que ça, c'est un problème très important. Elles n'osent pas non plus utiliser toutes ces nouvelles technologies parce qu'elles ne savent pas où ça va aboutir. Donc, on a aussi pu identifier 4 grands domaines un petit peu différenciés entre les femmes bénéficiaires, qui sont surtout des mamans ou des jeunes filles ou des personnes plus âgées, un petit peu dans leur désir. Les femmes professionnelles de la santé, les infirmières, les sages-femmes, les femmes techniciennes, ingénieurs, donc dans le domaine de la technologie, et les femmes leaders, c'est-à-dire ces femmes qui sont dans les universités, qui sont dans les parlements, qui peuvent permettre aussi l'élaboration de lois et de normes visant à faire en sorte que toutes ces technologies puissent être accessibles à celles qui en ont besoin, où qu'elles habitent et quels que soient leurs moyens économiques. Voilà. Cette étude, que je vous ai très rapidement résumée, mais que vous retrouverez sur notre site, a suscité l'intérêt de l'Université de Valenzuela aux Philippines. Et donc, avec eux, l'étude va continuer avec un focus particulier sur les femmes âgées. Parce que aujourd'hui, les femmes âgées sont un peu exclues de ce monde digital, et aux Philippines, ils vont mener une étude sur les femmes âgées, la santé et ces technologies-là, et de voir aussi à connaître un petit peu mieux comment elles prennent tout cela en main. Et une pré-étude démontre que ces femmes âgées dans ces communautés des Philippines sont très actives, très enthousiastes et s'y mettent parfaitement bien. Deuxième aspect, eh bien, l'étude aussi a intéressé ici en France une étudiante qui est venue à la conférence de l'UNESCO en décembre 2012, qui nous a interrogés, et nous sommes très heureuses puisque depuis le 1er novembre, Marine Aldada fait son doctorat donc sur la santé des femmes, la santé mobile et le sida, et ce dans 3 pays, le Ghana, l'Inde et possiblement l'Afrique du Sud. Marine est ici avec nous et bien sûr répondra à toutes vos questions sur le démarrage de sa thèse doctorale, et nous sommes très heureuses qu'elle ait choisi de le faire aussi avec Millenia. Alors tout ça, ça sert quand même à pas seulement faire que des études. On part maintenant dans le concret. Qu'est-ce qu'on fait exactement une fois qu'on a tous ces résultats-là? Eh bien, on développe des plans d'action. Au sein d'un observatoire qu'on a ouvert récemment, il y a 1 an, avec un autre projet qui s'appelle Connecting Nurses et qui permet à des infirmières de déposer leurs projets sur une plateforme, des projets innovants. Alors, c'est des projets technologiques, souvent, mais pas uniquement. Et ce sont des infirmières qui, dans le cadre de leur travail, eh bien, en plus de tout ça, mettent en place des systèmes qui permettent de mieux partager l'information de santé. Donc, par exemple, ici, on a développé, donc, depuis 2 ans, un nouveau programme d'initiation à la e-santé et à la télémédecine avec l'Université de Panama, avec une antenne à Namur, bien sûr, et une possible dissémination à Lagos, au Nigeria. Et ce premier cours a commencé
en espagnol. C'est un vrai cours d'initiation à la télémédecine qui est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas besoin forcément d'être médecin ou infirmier. Tous les gens qui veulent, c'est en espagnol uniquement. Je vous ai parlé du problème des langues, donc on essaye d'ouvrir aussi notre panel de projets à des langues différentes. Et donc là, le cours a commencé. Il y avait 25 places d'ouvertes. On a eu plus de 200 demandes. Voilà, ça marche très très bien. Et on a un module sur justement les implications du genre dans la télémédecine. Qu'est-ce qui fait que les femmes n'y vont pas, ne l'utilisent pas beaucoup, que les femmes, pour se faire soigner aussi, hésitent lorsqu'on leur dit bon ben par télémédecine on peut avoir un avis. C'est pas facile non plus. Donc tous ces aspects-là sont abordés dans ce cours. Un autre développement pour tout ce qui est des langues différentes. On a développé une application que vous pouvez avoir sur vos téléphones portables qui s'appelle Universal Women et qui permet donc d'interagir entre un soignant et un patient qui ne parle pas du tout la même langue. Donc, on peut lancer la vidéo sur YouTube. Je vous passe une petite vidéo d'1 minute mais qui va vous expliquer ça beaucoup mieux que ce que je peux vous dire en quelques mots. Juste le lien de YouTube. On l'a fait ce matin. Ah, ça ne marche plus. Non. Bon, alors. Bon. Marchait très bien ce matin. Voilà. Alors la vidéo est en anglais, mais c'est un anglais très abordable. Je pense que ça ne posera pas de problème. Voilà. The world. Today, many of us can communicate instantly from any corner of the planet and have access to a wealth of information. But many women are not able or do not have the knowledge to express their health concerns or understand health concepts. Universal Women facilitates multilingual communication during pregnancy, childbirth, and other important areas of women's health. Universal Women makes communication in these situations easy. Universal Women is an application that facilitates multilingual communication between women and health personnel. If you are a patient or a medical worker, you can use the phrases that Universal Women offers you in different submenus to change between your language and another one. The content can be adapted to different cases to cover all aspects of women's health issues and to provide the vital information all women need, regardless of their background. Universal Women helps women when they need it most. Voilà, c'est une des applications qui existe aujourd'hui en 6 langues différentes pour les femmes. Et Universal Doctor, qui est première application, existe en 47 langues différentes. Par exemple, elle existe en Somalie, elle existe en Quechua, elle existe en Ngobé, etc., dans un ensemble de dialectes qui permettent effectivement de dialoguer entre des langues différentes et d'établir ce pont de telle façon à permettre d'avoir accès aux soins, à l'information de santé, sans que la langue puisse être forcément une barrière. Ici, un autre projet que nous développons avec des radios aux Philippines. Et c'est un projet qu'on développe déjà depuis 2 ans pour permettre aux infirmières aux Philippines de communiquer entre elles via des réseaux radio, mais aussi de communiquer entre elles à l'étranger, parce qu'il y a beaucoup d'infirmières philippines qui travaillent à l'étranger, à l'extérieur des Philippines. Inutile de vous dire que cette radio, lors de derniers événements, a été la toute première à être en fonctionnement et à être capable de remettre en route toute la communication entre les infirmières qui font partie de ce réseau et que nous soutenons beaucoup. E-pansement. Alors j'ai choisi une application française, là, développée par 3 infirmiers français à Vaison-la-Romaine. Eh bien parce que les pansements,
là aussi, c'est un domaine énorme où il y a un très haut niveau de technicité que dans des pays qui n'ont pas accès à tout cela. Le pansement est souvent fait de façon aléatoire pour des pathologies très différentes, par exemple sur des brûlures, sur des fractures, etc. Eh bien voilà une application qui existe aussi sur les tablettes, sur les mobiles, et on a vraiment toutes les possibilités, en fonction d'une situation donnée, toutes les possibilités de pansement qui existent, et on peut faire le choix en fonction des prix, en fonction des produits qui sont disponibles. Donc pour l'instant, c'est en français et ça couvre la France essentiellement, mais ils vont faire la Belgique et la Suisse et bientôt le Canada, où là, les dispositifs sont très, très différents. Et avec eux, on va développer un module spécifique pour les femmes, pour les pansements liés aux plaies, liés au cancer. Donc c'est aussi une façon très différente, mais de permettre d'avoir accès à une connaissance, à des compétences en ligne qui permettent de résoudre des situations le plus rapidement possible. L'avantage aussi, c'est que l'ensemble des infirmiers collaborent, une véritable communauté collabore. C'est-à-dire lorsqu'il y a des nouveaux produits, c'est tout de suite testé, mis en ligne, évalué, etc. Donc c'est très interactif. Et le dernier projet dont je voulais vous parler, qui s'appelle Zero Mother Die, je vous l'ai dit, il y a 300 000 femmes qui meurent aujourd'hui pendant la grossesse, 95% essentiellement dans les pays d'Afrique subsaharienne. Et on s'est dit, ben voilà, elles meurent pourquoi? Ben parce qu'elles n'ont pas l'information, parce qu'elles ne sont pas au bon endroit, parce qu'il n'y a pas les médicaments, parce qu'il n'y a pas les soignants, parce qu'il n'y a pas d'électricité, parce que M. Vidal connaît bien ça au Cameroun et qu'on connaît bien ça dans plein d'autres endroits. Et on s'est dit, ben voilà, est-ce que on pourrait pas aussi mettre en place des innovations technologiques à travers la téléphonie portable pour qu'au moins on puisse suivre leur grossesse à distance. Et donc Zero Mother Die, ben c'est 100 000 téléphones portables par an pour les femmes, les 300 000 femmes les plus à risque, donc surtout atteintes avec le sida, pour suivre leur grossesse et pour permettre de prendre les décisions en temps réel, au bon moment, et essayer de sauver leur vie en tout cas. Voilà. Donc c'est un gros consortium, un partenariat avec l'ONU-SIDA, avec un des téléopérateurs en Afrique les plus importants qui est Airtel. On essaye d'avancer avec Orange, c'est un peu compliqué, mais on ne désespère pas. Et donc, l'initiative a été, voilà, je vous résume un petit peu ce que c'est. Et elle a été lancée donc, au Women's Leader Forum à New York pendant l'Assemblée mondiale des Nations Unies. Et voilà, vous voyez un petit peu les premières tablettes. Donc, c'est les tablettes pour les soignants et des téléphones portables pour les mamans, plus 30 minutes de communication gratuite par mois avec les centres de santé ou les soignants à proximité. Au-delà de ça, si les mamans veulent plus, bien sûr, elles sont libres d'acheter des abonnements plus chers, bien que dans bien des endroits, on va être capable de négocier des abonnements plus longs et toujours gratuits. Parce que de toute façon, dans ces zones-là, il n'y a pas 36 solutions. On ne peut pas leur faire payer des choses en plus. Ils en ont difficilement les moyens, ils s'en sortent difficilement. Donc on ne peut faire que par la gratuité au départ. Après, peut-être lorsque cela génère un peu plus de revenus, car ces téléphones portables sont équipés de panneaux solaires, sont équipés de mécanismes qui permettent de générer un petit peu de revenus aussi. Je m'en expliquerai individuellement si c'est nécessaire, mais tout est sur notre page web, parce que c'est aussi l'objectif de renforcer les capacités des femmes et leur autonomisation financière. Donc, de telle façon à ce qu'elles gagnent un petit peu d'argent, qu'elles puissent payer des frais d'accouchement, des frais d'une césarienne, la vaccination derrière des enfants lorsque c'est payant. Donc voilà, cela a été lancé, cela a été endorsé. La première dame de Zambie, par exemple, a endorsé le projet et nous sommes très heureux de dire qu'on va pouvoir commencer à le déployer au Ghana à partir de 2014. Nous sommes en fin de finalisation de signature avec le ministère de la Santé. Donc, quelques publications, voilà, une publication avec la Fundación Telefónica sur la télémédecine en Amérique centrale et en Amérique latine, et avec le journal international de bioéthique aussi, 2 publications qui vont sortir en 2014. Nous continuons, nous serons au GSMA, le plus gros salon de téléphonie mobile à Barcelone, pour Zero Mother Die essentiellement,
à Meditel au Luxembourg. On organise une table ronde à Genève sur les femmes et l'innovation le 20 mai 2014 et vous êtes tous invités à venir à Genève, à partager vos points de vue. Et le prochain Women's Leader Forum de New York. Voilà, nous avons beaucoup de partenaires. Votre participation est la bienvenue. Bien évidemment, enregistrez-vous à Millenia, venez vous joindre à nous. J'espère que cela vous aura intéressé, que vous serez passionnés par cet aspect des choses-là. Il y a beaucoup à rechercher. On a besoin de gens comme vous pour continuer à progresser, pour faire en sorte que toutes ces innovations absolument magiques ce matin, eh bien, elles aillent jusqu'au bout, jusqu'au dernier kilomètre, là où on en a besoin, auprès de ces femmes-là, auprès de ces hommes-là aussi, dans ces villages, parce que tout cela ne peut être riche que s'il est partagé par nous tous. Voilà quelques photos de notre réseau. Merci de votre attention. Et Marine, Doina sont là, membres de Millenia, pour répondre à vos questions. Merci. Merci Véronique pour cet exposé. Le chercheur voit tout de suite les opportunités qui peuvent s'ouvrir à lui, et notamment d'étudier en train de se faire les choses, et c'est toujours beaucoup plus intéressant qu'a posteriori. Alors avant de laisser la parole à la salle pour quelques questions, de façon assez spontanée et de façon intuitive, je dirais, on voit bien ce que ces dispositifs, et notamment je pense à la téléphonie mobile rendue accessible aux femmes, peut régler dans le champ de la question de la confidentialité, la gestion de la confidentialité, évidemment l'accès à l'information, mais simultanément, on sait bien que ça ne va pas être la recette pour tout régler. Et je pense notamment à ce que vous disiez de la prise en charge des accouchements, etc. On sait qu'il y a des choses qui se jouent au niveau social, voire culturel, au niveau de la prise de décision ou de l'accès aux dispositifs. Et là, effectivement, il faut voir dans quelle mesure ces innovations technologiques peuvent permettre d'aller plus loin que ce à quoi spontanément elles permettent de répondre, c'est-à-dire le problème de l'information et de la confidentialité, notamment. Voilà, alors, s'il y a des questions, c'est le moment. Oui. Vous avez présenté avec des structures de santé qui existent déjà, elles sont comme elles sont, enfin qui existent déjà dans la plupart des pays dont vous avez parlé. Oui, bien sûr. Tout cela se fait en concertation. Donc c'est parce que mon exposé était long, donc j'ai été un peu rapide aussi sur certains aspects qui ne sont surtout pas des détails. Pour Zero Mother Die, notre premier interlocuteur, à travers l'ONU-SIDA, c'est le ministère de la Santé. Donc ça passe bien évidemment par tout le système de santé national, de district, communautaire du pays et vise à renforcer ce qui existe déjà. Donc à former aussi les personnels qui sont déjà en place, à les équiper, à faire en sorte qu'eux aussi bénéficient de la connectivité. Donc nous, on s'occupe, si vous voulez, du matériel, des négociations au moins nationales, voire régionales, pour obtenir effectivement les prix les plus adaptés et à lever les fonds nécessaires, effectivement, parce que peu de ministères de la Santé peuvent se permettre d'avoir de tels dispositifs. Donc on vient en renforcement de ce qui existe déjà pour soutenir soit des opérations qui existent déjà, mais il y a des projets pilotes, par exemple dans la commune de Wingui au Bénin, avec Care France, ils font ça déjà, mais c'est sur 3 petits villages, donc c'est tout petit. Donc quand on ira au Bénin, on viendra évidemment appuyer ce qui existe déjà. Ça existe déjà, par exemple, au Nigeria aussi, sur 3 communes. Alors là, ça couvre quand même plus de 20 000 personnes, donc c'est un peu plus étendu. Mais au Nigeria, il y a déjà un projet qui se développe comme ça, sans nous, sans le ministère de la Santé, ils se débrouillent entre eux. Au Ghana, il n'y a pas où nous allons commencer. Il y a quelques petites tentatives qui ont été faites, qui n'ont pas été très très loin. Nous, ce que nous voulons, c'est rentrer et intégrer évidemment
déploiement, les systèmes déjà existants, mais surtout la durabilité. C'est-à-dire que ce n'est plus des projets pilotes. Ce n'est pas quelque part on va faire une expérience pour voir si par hasard ça marche. Hein, on le fait, et on le fait de façon industrielle, c'est-à-dire à grande échelle. Et quand on parlait de big data ce matin, c'est ça. Parce que pour avoir de l'impact, pour réduire drastiquement ce nombre de 300 000 décès inutiles par an de mamans, or le décès d'une maman, ça a des conséquences sociales, économiques énormes au sein de la famille, au sein de la communauté, au sein du village et même au niveau du pays. Donc oui, on utilise tout ce qui existe déjà. Merci. Merci. Une autre question? Oui. Oui. Alors, au niveau de l'Afrique, la couverture n'est pas complète. Hein. On a bien vu sur l'Internet, sur l'une des premières cartes que j'ai montrées, que c'est quand même un trou assez noir. Néanmoins, ça évolue très très vite. Ça évolue très très vite. L'Inde équipe l'Afrique avec de la fibre optique. Ça va très rapidement. Et donc, nous avons un partenaire pour l'Afrique anglophone, qui est Airtel, qui est dans 17 pays et qui a un niveau de couverture qui est déjà très très bon. Et du fait qu'ils rentrent dans l'initiative Zero Mother Die, ils se sont engagés à pousser plus loin aussi la connectivité et à faire en sorte que, effectivement, de plus en plus, les villages les plus éloignés soient connectés et connectés correctement. Nous sommes en négociation aussi avec les agences des Nations Unies des télécommunications pour faire en sorte que la bande large, le broadband, soit accessible en Afrique dans moins de 5 ans. Donc ça avance très vite. Il y a une véritable volonté de faire en sorte que la couverture s'améliore, en tout cas en Afrique subsaharienne, oui. C'est pas la santé, mais au Kenya ou au Ghana, il y a maintenant des systèmes généralisés où tous les services bancaires se font par téléphone, par SMS, hein, ce qui n'est pas encore le cas en France. Et dans le domaine de la santé, il y a des expériences qui sont extrêmement avancées. Par exemple, quand j'étais au Fonds mondial, j'ai eu à connaître d'une chose qui a été mise en place par l'OMS, hein, et où, avec un budget extrêmement faible, ça doit être 50 000 ou 60 000 $ par an oui, pour payer un informaticien à Londres, hein, et un système de SMS, on a résolu en grande partie les problèmes de stockage, enfin plutôt de stock-out, oui, de pénurie pour tout ce qui est approvisionnement en Afrique de l'Ouest pour les ACT, les combinaisons artémisinines pour la malaria. Parce qu'avec ce système de SMS qui est géré depuis Londres, avec évidemment des relais en Afrique, quand il y a un problème de pénurie dans un poste même relativement éloigné, c'est le poste le plus proche qui intervient. Enfin, il y a tout un système d'approvisionnement. Et très franchement, sur ce point-là, moi je vais tout à fait dans ton sens, Véronique, on peut dire que nous avons à apprendre de la façon dont les Africains utilisent ces nouvelles technologies pour réorganiser la filière de soins. Alors, c'est peut-être pas de la médecine personnalisée au sens où on l'a discuté ce matin, mais c'est des innovations technologiques très, très, très importantes. Surtout, ils utilisent l'innovation pour changer l'organisation des systèmes et des flux d'informations, ce que nous, on a un peu de mal à faire. On a plutôt tendance à empiler. Merci. Merci. Mais oui, il y a effectivement maintenant... la difficulté avec toutes ces nouvelles technologies, c'est qu'on en est resté au niveau du pilotage. C'est-à-dire ce qu'on appelle la pilotitis. C'est-à-dire qu'on fait un pilote à droite, on fait un pilote à gauche. Alors l'Union européenne finance 3 ans ici, et puis la Banque mondiale 2 ans là-bas, etc. Mais qu'est-ce qui se passe au bout du compte lorsque les financements extérieurs et internationaux s'arrêtent ? Eh bien, tout s'arrête.
C'est par exemple le cas de l'hôpital d'Alger, qui est rentré pendant 3 ans dans un projet européen qui s'appelait Hémisphère et qui donc était pour la mise en place de la télémédecine, la connexion de télémédecine à distance. Eh ben, ils sont complètement équipés, il y a le grand dish, il y a le satellite, etc. Tout l'équipement est là, sauf que quand il n'y a plus les financements européens, tout s'est arrêté. Et voilà, parce que l'hôpital d'Alger, ils n'ont pas 50 000 $ par an pour payer la connexion satellitaire. Donc, il y a on trouve beaucoup de matériel en place. Quand on se balade en Afrique, on est quand même étonné du nombre de matériel, de computers, d'écrans, etc. qui sont là, mais qui ne sont juste pas utilisés parce que les fonds internationaux ne sont plus là, parce que le pilote, il a duré 2 ans, 1 an, 3 ans, etc. Et que derrière, les structures locales, par contre, elles n'ont pas eu les moyens de continuer de financer des coûts qui restent encore exorbitants pour eux. C'est pour ça que je dis ça passe pour l'instant. Je ne dis pas que ça va durer éternellement, mais pour l'instant, si on veut avoir une action massive et à la fois personnalisée, parce que Zero Mother Die, si c'est pas de la médecine personnalisée, ça je ne sais pas ce que c'est de suivre la grossesse de chaque maman individuellement, équipée d'un téléphone portable et de 30 minutes de communication mensuelle gratuite pour qu'on soit connecté à elle et qu'elle ne soit pas seule, qu'elle ne soit pas en déshérence et qu'elle puisse faire appel, qu'elle puisse se connecter dans sa langue, avec Universal Women, qui traduit automatiquement ce qu'elle dit dans la langue, si ce n'est pas la bonne langue, etc. Mais Universal Women, ce n'est pas uniquement pour ça. Universal Women, par exemple, nous a été acheté par les Norvégiens, le gouvernement de Norvégien. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup d'immigrés. Et quand il y a des femmes qui ne parlent pas le norvégien, c'est peut-être pas la langue la plus parlée du monde, n'est-ce pas ? Et quand elles vont accoucher, elles ne parlent pas le norvégien. C'est quand même beaucoup mieux quand il y a ce type d'outil qui permet d'interagir automatiquement en temps réel, chacun confortable dans la langue qui est la sienne. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de passer aux interventions et à la première d'entre elles, celle de Michel Drancourt de l'IHU Méditerranée Infection à Marseille. Donc les 3 interventions vont se succéder et on aura la batterie de questions après la 3e. Merci. Merci aussi à Jean-Paul Moatti de son invitation à vous présenter ce que l'on a mis en place depuis maintenant 5 ans à peu près à Marseille. Alors, ce n'est pas strictement, de mon point de vue, la médecine personnalisée. On va y revenir. Par contre, on va voir qu'il y a effectivement de la collaboration nord-sud dans le domaine que je vais vous présenter. Et je pense qu'il y a un certain nombre de mots-clés qui vont revenir des interventions précédentes. Il y a au moins un mot-clé qui est absolument évident, qui est le mot technologie. En réalité, dans le fond, ce qui fait bouger en pratique concrètement les choses, c'est pas tellement la volonté de le faire qui peut exister à droite ou à gauche, c'est la possibilité finalement, c'est la techno qui nous donne la capacité à avancer dans tel ou tel domaine. Donc je vais vous présenter ce que nous avons appelé en franglais point of care, point de soin, dans le domaine qui est le mien. Donc je suis médecin microbiologiste, c'est-à-dire travaillant dans le domaine des maladies infectieuses et tropicales, et je vais vous présenter notre expertise strictement dans ce domaine très particulier de la médecine, qui est celui des maladies infectieuses chez l'homme. Alors, la mise en place de ces points de soins, d'abord à Marseille, et puis on va le voir dans telle ou telle région du Sénégal, est venue dans le fond de la réorganisation que nous avons menée des laboratoires sur la ville de Marseille. Ce qui a été fait à Marseille, c'est ce qui se fait partout actuellement en France, qui est en retard dans ce domaine, ce qui s'est déjà fait en Europe et puis auparavant aux États-Unis, c'est-à-dire la concentration de plus en plus forte des laboratoires qui assurent le diagnostic des maladies chez l'homme. Alors en 2 mots, ce qui s'est passé sur notre ville au cours des 15 dernières années, c'est effectivement un regroupement de tous les laboratoires qui étaient disponibles dans cette ville de CHU. Nous disposions de 4 laboratoires géographiquement éclatés aux 4 coins de la ville de Marseille. Pour ceux qui connaissent, le laboratoire de l'hôpital Nord, qui comme son nom l'indique, est situé plutôt au nord de la commune de Marseille. C'est là où vous arrivez en venant de Paris. Un autre laboratoire que j'ai dirigé pendant plusieurs années à la suite de M. Demico, qui est un laboratoire dans un vieil hôpital Salvatore, plutôt de l'autre côté de la ville.
un troisième hôpital qui est l'hôpital de la Timone, qui est géographiquement plus central dans la ville, et puis, de façon bizarre, à quelques mètres de l'hôpital de la Timone, un autre hôpital, celui de la Conception, qui est donc aussi au centre. Et dans chacun de ces hôpitaux, il y avait des laboratoires dits de microbiologie, c'est-à-dire qui permettent d'assurer le diagnostic des maladies infectieuses et tropicales. Cette situation, c'est celle que l'on a connue en France jusque dans ces années récentes. Nous sommes à Paris. À Paris, il y a un éclatement considérable encore, par exemple, des structures de soins et notamment des laboratoires de microbiologie. Vous avez des laboratoires de microbiologie dispersés sur l'ensemble du territoire de la ville de Paris, et c'est vrai dans beaucoup de villes de France. Face à ça, bien entendu, on a assisté au cours des 15 dernières années à un mouvement de concentration, et la concentration est telle que de 4 laboratoires dans 4 hôpitaux, on est passé à un laboratoire dans un hôpital sur le site de la Timone. Et je présente là un bâtiment qui n'existe pas encore, mais qui est en train de sortir de terre, qui devrait voir cet aspect-là dans 2 ans, en septembre 2015, et qui matérialise l'Institut hospitalo-universitaire Méditerranée Infection, dirigé par Didier Raoult, à Marseille. Donc voilà le bâtiment dans lequel nous allons travailler dans 2 ans. Actuellement, nous travaillons dans le bâtiment qui est derrière, qui est l'hôpital de la Timone. Donc tous les laboratoires se sont concentrés, vous voyez, se sont regroupés en l'espace de quelques années sur un seul site, celui de la Timone. Alors ce gros laboratoire, c'est le plus gros laboratoire de France pour le diagnostic des infections, c'est un des plus gros d'Europe, que l'on peut appeler le laboratoire cœur, réalise évidemment toutes les fonctions que l'on peut attendre d'un tel laboratoire, ce que l'on appelle le préanalytique, le fait de recevoir les tubes, de les enregistrer dans le système d'information, ainsi de suite. Bien entendu, l'analyse elle-même, si l'on demande de faire le diagnostic d'une infection à VIH, il faut faire quelques analyses pour caractériser le fait qu'il y a une infection à VIH. Et puis également, ce qui est très important, du post-analytique. Une fois que l'analyse est faite, notre métier réel commence, de mon point de vue, notre métier à nous, il commence là, qui est qu'est-ce que l'on fait du résultat qui a été rendu en réalité maintenant par un automate. Donc ça, ce sont des gros laboratoires cœur. L'ennui, naturellement, de ces laboratoires, on va le voir, c'est le délai. Alors ces laboratoires, encore une fois, sont permis par la techno. C'est parce qu'il y a de l'automatisation, de la robotique, de l'informatique, que l'on est capable d'avoir de grosses structures de cette nature. Donc finalement, ce sont les ingénieurs qui nous font avancer, ce n'est pas nous. L'inconvénient de ces laboratoires, naturellement, c'est le délai, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas obtenir le résultat d'une analyse dans un délai de quelques heures avec des structures de cette nature. Elles sont trop grosses pour cela, et puis géographiquement, elles sont éloignées du patient. Lorsque vous habitez dans les quartiers nord de Marseille, vous êtes maintenant situé à quelque chose qui peut être jusqu'à 45 minutes de voiture, de temps de voiture, du laboratoire cœur. Il en va de même dans toutes les grandes villes. Or, dans ce métier des maladies infectieuses et tropicales, le délai du diagnostic est extrêmement important parce qu'il conditionne le délai de prescription du traitement efficace. En clair, dans le texte, s'il s'agit d'une maladie infectieuse bactérienne, le fait de rendre rapidement le diagnostic d'infection bactérienne conditionne le délai avec lequel le patient va recevoir un antibiotique efficace. S'il s'agit d'un diagnostic de paludisme, ceci va conditionner le délai avec lequel le patient va recevoir un traitement non pas antibactérien, non pas antibiotique, mais un traitement contre le paludisme. Et donc pour pouvoir répondre à cette exigence d'un délai le plus court possible de diagnostic pour aider le travail du médecin traitant, on a mis en place, pour contrebalancer, si vous voulez, ce mouvement de regroupement des laboratoires, on a mis en place un système que l'on a donc appelé Point of Care. Alors, qu'est-ce que c'est que ces laboratoires Point of Care ? Ce sont de tout petits laboratoires. Voici une image du laboratoire Point of Care à proximité de notre gros laboratoire à Marseille. C'est un local qui fait à peine 10 mètres carrés. Qui a un équipement un petit peu minimum, et donc ce sont des laboratoires qui, bien entendu, ont vocation à être ouverts en permanence, à recevoir en permanence des analyses, 24 heures sur 24, tous les jours de l'année. Actuellement, dans notre expérience à nous, ce sont des laboratoires qui fonctionnent avec des jeunes biologistes, des internes, qui sont en train d'apprendre leur métier de biologiste et, bien entendu, supervisés par un biologiste senior. Voici un plan juste pour figurer, encore une fois, le caractère compact sur une seule surface de petite dimension de ces laboratoires. Alors, dans ces petits laboratoires Point of Care, nous réalisons des analyses qui ont quelques critères. La rapidité, c'est un critère numéro 1. J'ai mis moins de 3 heures. En réalité, l'objectif qui va être atteint là, dans les prochains semestres, c'est moins d'1 heure. Donc l'idée, c'est de pouvoir faire un diagnostic en moins d'1 heure.
Des tests qui sont robustes, ça c'est un point important, on va y revenir tout à l'heure sur l'aspect formation des personnels à l'utilisation de ces petites structures. Et puis, très important, le résultat du test doit changer de façon claire, visible, la prise en charge du patient. Ça c'est un point très important, et dans le domaine des maladies infectieuses, finalement, il y a essentiellement 3 questions qui sont posées. Il y a le pronostic de la maladie infectieuse, en clair dans le test, est-ce que ça va tuer ou pas le patient? C'est quand même toujours en médecine, c'est souvent une question importante. Est-ce que c'est mortel ou pas? Pronostic. Deuxièmement, dans le domaine spécifique des maladies infectieuses, est-ce que le patient est contagieux pour son entourage? Donc, est-ce que je dois immédiatement mettre en place des systèmes d'isolement du patient? Ça, c'est spécifique des maladies infectieuses. Et puis, troisièmement, naturellement, quel type de traitement dois-je administrer? Un antibiotique, un antipaludéen, éventuellement un antiviral. Alors, les tests robustes, c'est ça, par exemple, c'est ne plus utiliser le microscope. Et là, pour faire le pendant à ce qu'a dit le président de session tout à l'heure, eh bien, c'est le contraire. Là, on essaie d'être le moins personnalisé possible dans l'opérateur, le plus anonyme possible dans l'opérateur, c'est-à-dire pour avoir une médecine personnalisée vis-à-vis du patient, avoir au contraire des tests dont la réalisation et surtout l'interprétation ne sont absolument pas opérateurs dépendants. C'est un point très important. C'est un peu ce sens-là le terme robustesse. Donc des tests qui ne soient pas opérateurs dépendants. Un microscope, c'est opérateur dépendant. Si je fais tourner une lame sous un microscope et que je propose à 20 personnes d'entre nous de regarder au microscope, eh bien, j'aurai quelque chose qui va être compris entre 5 et 10 réponses différentes sur 20 personnes. Donc là aussi, technologie, ce type d'instrument permet de regarder des lames de microscope, si vous voulez, de façon opérateur indépendant. Deuxième type de test que l'on utilise, ce sont des tests immunochromatographiques, pour faire essentiellement des sérologies, et puis, bien entendu, des tests qui sont des tests de biologie moléculaire, dont on entend parler régulièrement, qui sont une troisième technologie extrêmement importante. Mais si vous voulez, dans tout ce laboratoire point de soin, le point clé, c'est l'organisation des choses. Les tests individuellement sont disponibles par ailleurs. Nous n'utilisons que des tests qui sont commercialisés, que tout le monde, tout laboratoire peut acheter. Ce n'est pas ça le point important. Le point important, c'est la façon d'organiser tout ça au plus près du patient pour apporter une réponse rapide. Et puis, comme cela vient d'être bien dit, eh bien, naturellement, les moyens actuels de communication par message électronique, envoyé d'un système mobile ou non sur un autre système mobile ou non d'ailleurs. Mais évidemment, la communication électronique des résultats est extrêmement importante. Un deuxième point particulier dans l'organisation, c'est une approche syndromique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'on ne s'attache pas à faire le diagnostic d'une maladie particulière, mais bien d'un patient qui se présente avec un ensemble de signes, de symptômes et souvent de fièvre pour les maladies infectieuses. Et c'est à cette situation que l'on essaie de répondre. C'est-à-dire, un patient se présente avec de la fièvre, avec de la toux, on va donc suspecter que probablement les poumons sont infectés et l'on va tester un ensemble de microbes responsables de l'infection du poumon, plutôt que tester un microbe en particulier. Donc l'idée, c'est de faire du diagnostic syndromique. Voici pour les personnels de santé dans la salle un exemple de tests que l'on réalise, mais encore une fois, ce qui est important, ce ne sont pas tellement les tests eux-mêmes, là, mais le fait que ces tests, vous voyez, sont organisés sous un mode de présentation clinique du patient. Le patient se présente avec de la fièvre et des signes respiratoires. Eh bien, je vais déployer dans mon laboratoire POC un panel de tests qui me permettent d'adresser un certain nombre de microbes responsables d'un tableau pulmonaire. Itus, il s'agit, on vient d'en parler, d'un tableau obstétrical, une femme enceinte dont on vient de parler tout à l'heure, présente de la fièvre, eh bien, j'ai la possibilité de tester les 4 principaux microbes qui peuvent être responsables de fièvre chez la femme enceinte, qui peuvent menacer et la santé de la femme et la santé du fœtus. Et ainsi de suite, fièvre en pays tropical, atteinte neurologique et ainsi de suite. Donc ça, vous voyez, une approche syndromique des choses. Ça, ce sont des données qui sont des données sur le laboratoire POC à Marseille, pour dire simplement que l'on a observé, depuis la mise en place, vous voyez, il y a à peu près 5 ans maintenant, une demande explosive de la part de nos médecins de cette façon de travailler. Donc nous travaillons, je vais le montrer juste après, essentiellement avec les services des urgences. Là, je parle de Marseille. Nous travaillons avec les services des urgences et nous avons constaté une explosion des demandes qui continue année après année, laissant supposer que cette nouvelle façon d'organiser les choses, cette nouvelle façon de travailler proche du service des urgences, proche du patient et du médecin, requiert l'adhésion de nos confrères dans les services des urgences.
Alors actuellement, nous avons donc mis en place 2 laboratoires POC à Marseille, un qui est proche du laboratoire Cœur, à mi-distance, je dirais, du laboratoire Cœur et du service d'accueil des urgences de l'hôpital La Timone, et un deuxième laboratoire Cœur un deuxième laboratoire POC en plein cœur du service des urgences de l'hôpital Nord. Donc l'idée, encore une fois, c'est d'être proche du patient et proche du médecin qui est amené à prendre des décisions pour le patient. À partir de là, eh bien, quelles sont les possibilités d'extension de ce dispositif, de cette nouvelle façon de faire du diagnostic? Pour aller dans le sens du colloque qui nous réunit aujourd'hui, un transfert sur un certain nombre de pays émergents, quelque chose que l'on a commencé à réaliser. Alors il y a tout un tas en fait, de données publiées dans la littérature dans ce domaine. J'ai pris un exemple, c'est celui du diagnostic rapide de la tuberculose. Là encore une fois, c'est de la technologie. La technologie nous permet maintenant de faire, à partir d'une expectoration, un diagnostic de tuberculose et même d'avoir une idée de la sensibilité aux antituberculeux de la souche du patient dans un délai qui est de l'ordre de 1 heure. C'est de la techno qui nous permet de faire ça. 1 heure, là où il y a encore 5 ans, il fallait souvent 4 semaines en Europe et puis souvent rien du tout d'ailleurs dans des pays émergents. Donc voici un exemple de techno qui permet de faire du diagnostic rapide d'une maladie infectieuse mortelle extrêmement prévalente encore dans différents pays d'Afrique et d'Asie. Voici une autre publication qui fait état des difficultés possibles d'application de toutes ces techniques proches du patient dans les pays émergents. Mais de façon optimiste, je vais vous montrer ce que nous avons fait. Donc, nous avons mis en place des laboratoires POC au Sénégal parce qu'il se trouve que le laboratoire de Didier Raoult dispose d'équipes de recherche qui travaillent à Dakar et au Sénégal. Et nous avons donc mis en place le laboratoire POC dans, d'une part, la capitale à Dakar, mais également dans un village qui s'appelle Dielmo, qui est un village qui est situé à environ 3 heures de voiture de Dakar, qui est un village qui n'était pas équipé du tout en électricité au moment où l'on a implanté le laboratoire POC. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, l'électricité arrive maintenant dans ce village. Mais lorsque nous avons implanté le laboratoire POC à Dielmo au Sénégal, il n'y avait pas de courant électrique et donc il a fallu mettre en annexe du laboratoire un groupe électrogène tout simplement pour pouvoir alimenter 1 ou 2 machines, puisque ce type d'instrument par exemple ou bien ce type d'instruments qui permettent de faire du diagnostic rapide par biologie moléculaire ont besoin d'être connectés au courant électrique. Donc voici ce que l'on a mis en place, un laboratoire pareil de petite taille avec un personnel, 2 personnels en l'occurrence formés dans ce laboratoire. L'occasion de parler de la formation, nous avons mis en place des systèmes extrêmement simples qui permettent de la formation dans un espace de temps qui est de l'ordre d'une demi-journée. Et je ne détaillerai pas, mais en jouant beaucoup sur des systèmes de code couleur, par exemple, pour simplifier le plus possible la formation du personnel et l'utilisation de ce laboratoire POC par le personnel. On a parlé des difficultés de langue, c'est une difficulté, c'est une barrière absolument incontestable. Ce n'est pas la seule, c'est-à-dire que lorsque vous adressez en réalité à des jeunes Français qui manipulent le français avec aisance, eh bien, on rencontre aussi des difficultés. On peut rencontrer aussi des difficultés. Une façon de contourner ça, c'est d'utiliser un code couleur beaucoup, vous voyez, pour matcher le type de présentation qu'a le patient. On peut décréter, par exemple, je le ferai voir juste après, que les signes respiratoires sont en jaune, et puis à ce moment-là, tout se décline en jaune. Vous voyez, les tests à utiliser dans les tiroirs sont en jaune, les procédures sont en jaune, et ainsi de suite. Bon, c'est un exemple simplement pour indiquer que l'on tend bien entendu à avoir des procédures extrêmement simples et extrêmement lisibles par tout le monde, et donc ce qui permet de la formation du personnel extrêmement rapide et de personnel qui, comme je vais vous le montrer juste après, n'a éventuellement aucune compétence de départ, ni en biologie, ni en médecine. Alors comment avons-nous testé du personnel qui n'a aucune compétence? Eh bien sur les bateaux. Donc on a fait l'an dernier une première expérience d'implanter nos laboratoires, non plus sur terre, mais sur des bateaux. Alors on ne l'a pas mis sur les gondoles à Venise, mais on l'a mis effectivement sur un porte-container. Je fais figurer la compagnie CMA parce que nous l'avons fait avec cette compagnie étant un partenaire de l'IHU à Marseille, et puis sur un deuxième bâtiment de la même compagnie qui était un bâtiment de croisière. Et donc là aussi, on a mis en place ces laboratoires
en apportant tout sur le bateau, vous voyez, tout simplement avec des caisses. Donc les choses sont en réalité très très simples et vous voyez commencer à voir le code couleur qui apparaît au travers de ces caisses. Je vais passer rapidement. Voici le laboratoire implanté cette fois-ci dans l'infirmerie. Là, c'était le bâtiment de croisière, mais la même chose se fait sur le porte-conteneurs. Et sur les bâtiments, eh bien, nous avons formé du personnel qui n'est en rien du personnel médical, qui n'est en rien du personnel de biologie, qui sont le second du commandant, dont honnêtement la formation médicale est quand même extrêmement modeste. Elle n'est pas nulle, mais elle est vraiment modeste. Et nous avons formé y compris du personnel d'équipage dont la formation médicale de base était cette fois-ci égale à 0. Donc il est possible de former, je dirais, ex nihilo, en l'espace de 4 heures, un personnel, une personne, à l'utilisation fonctionnelle de ces petits laboratoires qui, encore une fois, font du diagnostic rapide de maladies infectieuses, d'autant plus s'il y a, comme cela a été bien présenté par Mme Touvenot juste avant, des facilités de communication via Internet ou via les réseaux satellitaires pour un support. Donc voilà, pour illustrer ce que je disais, vous voyez le système de code couleur qui simplifie le plus possible l'utilisation de ces choses. Ça, je vais passer. Je ne parle pas, parce que finalement, ce n'est pas mon domaine d'expertise, de l'aspect cost-effectiveness de ça, mais on a commencé à l'évaluer, y compris avec Jean-Paul Moati, au moins sur une situation en France, pas au Sénégal pour l'instant, mais en France, qui est celle des méningites, et on a montré que cette façon de faire du diagnostic rapide des méningites est effectivement cost-effective. Pour faire simple, le coût, le surcoût entraîné par le dispositif, les tests et ainsi de suite est largement contrebalancé par l'efficacité de la prise de décision médicale éclairée par le résultat des tests. En clair, dans le texte, la décision d'hospitaliser ou pas, vous en doutez, fait immédiatement basculer la balance financière du bon côté. Si vous êtes capable, en faisant du diagnostic rapide, d'éviter des hospitalisations indues, on peut tous comprendre que rapidement, le système est cost-effectif. Alors, on l'a montré au moins dans une situation, ça ne sera peut-être pas vrai pour toutes les situations, mais au moins sur la situation des méningites en France, c'est quelque chose qui est efficace. Donc pour conclure, une nouvelle façon, si vous voulez, de pratiquer notre métier de diagnostic des maladies infectieuses, de microbiologie, de façon rapide, encore une fois, d'une façon qui doit nécessairement éclairer la prise de décision médicale. Ça, c'est un point très très important. Deuxièmement, ceci est rendu possible par la technologie uniquement. Troisièmement, cette façon de faire que l'on a expérimentée au départ dans le périphérie de notre laboratoire cœur à Marseille est maintenant exportée et de façon, finalement je trouve comme vous, je bute comme vous sur l'adjectif sustainable, mais peut-être de façon pérenne, disons, et pérennisée maintenant sur un village. Comme l'indiquait Mme Touvenot, pour nous, c'est une étape zéro, c'est une preuve de concept, on est bien d'accord. Donc nous pensons avoir apporté la preuve du concept que l'on peut faire comme ça dans ce que j'appellerais les déserts médicaux. Ils existaient à Dielmo, au fin fond du Sénégal. En réalité, il y en a aussi en Europe et pas si loin que ça en France. Donc la capacité à implanter des petits laboratoires comme ça, grâce à la technologie, grâce aux outils de communication, grâce à une formation extrêmement rapide de personnel éventuellement n'ayant pas de formation spécifique au départ,